Lors de la lecture du testament de mon mari, ma belle-fille a souri et a dit « Je me suis assuré que tu n'hérites de rien ». C'est alors que l'avocat a commencé à rire. Il était 10h07 ce mardi matin pluvieux à Columbus, dans l'Ohio, 11 jours après avoir enterré mon mari. Tout le monde persistait à appeler cela la lecture du testament, mais Thomas Kidding avait déjà expliqué qu'il n'y aurait pas de scène dramatique où il se tiendrait au bout d'une table en acajou pour lire les dernières volontés de Daniel d'une voix résonnante. Ce n'était pas un vieux film. Il avait simplement demandé à la famille proche de venir à son bureau afin de nous expliquer les documents de la succession et ce qui allait se passer ensuite. Son bureau se trouvait au 2e étage d'un bâtiment en briques près de Henderson Road. De la fenêtre de la salle de conférence, je pouvais voir le parking d'un CVS luisant sous la pluie. Rien de très shakespearien. Je portais encore les mêmes ballerines noires que lors des funérailles de Daniel, faute d'énergie pour les rangers. En face de moi était assise Madison, 34 ans, les cheveux impeccablement tirés en arrière, son manteau couleur camel plié sur la chaise à côté d'elle, les ongles faits de ce rose pâle qui donnait toujours à ses mains un air plus raffiné et cher que les miennes. À côté d'elle se trouvait sa grand-mère, Evelyn, 79 ans, portant des perles et cette expression qu'elle réservait habituellement au restaurant qu'il avait assise trop près de la cuisine. Thomas n'avait même pas encore ouvert son dossier principal quand Madison s'est penchée en arrière et m'a lancé ce sourire, « Je me suis assuré que tu n'hérites de rien ». Pendant une seconde, j'ai honnêtement cru avoir mal entendu. J'ai regardé Thomas. Il a regardé Madison. Puis est venu ce rire. Le sourire de Madison a disparu. Qu'est-ce qui est drôle? Thomas a remis ses lunettes. Rien pour l'instant. C'était tout Thomas. 67 ans, cheveux gris, cravate bleu marine, et le registre émotionnel d'un parc-mètre jusqu'à ce qu'il décide de lâcher une phrase dévastatrice. Je me suis retourné vers Madison. De quoi parles-tu? Elle a jeté un regard à Evelyn, puis à moi. Papa a réglé la succession. Réglé. Il a enfin compris ce qui devait être fait. J'ai senti mes doigts se crisper autour de mon gobelet de café en carton. Ce qui devait être fait, Madison? Elle s'est redressée un peu plus. L'entreprise reste dans sa famille. Les actifs des Whitmore restent dans sa famille. Tu obtiens ce que papa a convenu que tu devais obtenir. Je l'ai fixé. J'étais sa femme. Evelyn a parlé avant que Madison ne puisse le faire, et Madison était sa fille. Il y a des phrases qui semblent parfaitement ordinaires jusqu'à ce que quelqu'un les utilise pour effacer 18 ans de votre vie. C'en était une. J'ai regardé Evelyn. J'en suis consciente. Elle a croisé les mains. Daniel voulait que sa fille soit protégée. Protégée de quoi? Evelyn m'a regardé droit dans les yeux, que tu n'obtiennes pas tout. Thomas s'est raclé la gorge, pas très fort, mais suffisamment. J'ai baissé les yeux vers la table parce que je ne faisais pas confiance à l'expression de mon visage. La chose étrange était que l'argent n'était pas ce qui faisait mal en premier. C'était la désinvolture de la chose. La façon dont elles étaient assises là, comme si j'étais une femme que Daniel avait ramassée 6 mois plus tôt dans un casino. J'avais rencontré Madison quand elle avait 16 ans. 16 ans. Elle avait un appareil dentaire, un permis d'apprenti conducteur, et une habitude de lever les yeux au ciel si fort que je plaisantais en disant qu'elle allait se faire une entorse. Sa mère avait déménagé en Arizona 2 ans plus tôt après s'être remariée. Et Daniel faisait de son mieux pour élever une adolescente tout en gérant une entreprise de CVC qui semblait avoir une urgence à chaque fois que nous prévoyions un dîner. La première fois que Madison a conduit avec moi, elle a failli démolir la boîte aux lettres de Daniel. J'ai attrapé le tableau de bord et crié « Freine ». Elle a appuyé si fort que mon sac à main a volé sur le sol. Puis elle m'a regardé et a dit, le plus sérieusement du monde, « Papa va te rejeter la faute ». J'avais ri si fort que j'avais dû sortir de la voiture. Des années plus tard, quand Daniel était coincé sur un chantier commercial à Dayton, c'est moi qui l'avais emmené à la journée d'intégration à Ohio State. Quand son mariage a capoté, je lui ai prêté de l'argent qu'elle n'a jamais totalement remboursé. Je n'ai rien réclamé. Quand elle a eu une urgence médicale à 28 ans, je suis resté assise à ses côtés dans la salle d'attente de l'hôpital jusqu'à près de 4 heures du matin pendant que Daniel faisait les 100 pas dans le couloir en buvant de l'horrible café de distributeur. Une fois, lors d'un barbecue, quelqu'un avait demandé qui j'étais. Madison avait répondu, ma deuxième mère, en gros. En gros. C'est drôle comme un mot peut vous marquer pendant des années. À présent,
elle a fouillé dans un porte-documents en cuir et en a sorti plusieurs pages agrafées. Elle les a fait glisser sur la table de conférence. Tiens. J'ai regardé en bas. Daniel Whitmore. Son nom, sa signature, une date. 12 février. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est? Madison a répondu avant Thomas, le plan de succession de papa. Thomas a précisé, une version de celui-ci. Madison l'a ignoré, il me laisse sa participation majoritaire dans Whitmore Mechanical. J'ai lu la première page, puis la seconde. Le jargon juridique avait le don de rendre des choses simples tellement complexes qu'on avait l'impression d'avoir besoin d'une lampe torche et d'une carte. Mais j'en comprenais assez. Selon ce document, Madison devait recevoir la majeure partie des parts de l'entreprise de Daniel. J'obtenais la maison et plusieurs autres biens, mais absolument pas le rôle dans l'entreprise que je pensais que Daniel et moi avions réglé des années plus tôt. J'ai regardé Thomas. C'est authentique? Oui. Cela faisait plus mal que s'il avait dit non. J'ai dégluti. Donc Daniel a signé ceci. Oui. Madison s'est adossé à sa chaise. Exactement. Je l'ai regardée. Elle avait à nouveau ce petit sourire. Moins assurée maintenant, mais toujours présente. Pour la première fois ce matin-là, je n'étais pas en colère contre elle. J'étais en colère contre Daniel. Parce qu'apparemment, à un moment donné avant de mourir, mon mari avait réellement envisagé de tout changer sans m'en parler. J'ai repoussé les papiers vers Thomas. Est-ce son testament final? Thomas a posé une main sur le dossier. Non. Le visage de Madison a changé. Elle s'est tournée vers lui. Comment ça, non? Thomas a tapoté la date de février avec son doigt. Où as-tu obtenu cette copie? Papa me l'a donnée. Quand? En février. Et Daniel t'a-t-il dit qu'il n'était jamais revenu ici après cela? Madison a hésité. Non, mais... Thomas a ouvert un dossier plus épais à côté de lui. La pièce est devenue très silencieuse. Il a sorti un autre ensemble de documents. Daniel est revenu me voir le 28 mars. Madison s'est figée. J'ai regardé les papiers devant Thomas, puis elle. Et pour la première fois depuis qu'elle m'avait annoncé que je n'héritais de rien, elle avait moins l'air d'une femme qui avait déjà gagné. Elle ressemblait à quelqu'un qui venait de réaliser que la partie avait commencé sans elle. Thomas ne se pressait pas. C'était l'une des choses que j'appréciais chez lui, même si ce matin-là, j'avais envie de lui arracher le dossier des mains et de tout lire moi-même. Il a aligné les papiers devant lui, ajusté ses lunettes et dit, Daniel a révisé son plan de succession à nouveau le 28 mars. Madison l'a fixé. Non, c'est faux. Thomas a levé les yeux. J'étais présent. Evelyn a bougé sur sa chaise. Madison s'est penchée en avant, papa me l'aurait dit. Thomas lui a adressé un regard presque bienveillant, les gens ne disent pas toujours à leur famille ce qu'ils disent à leurs avocats. Cela nous a tous frappés, moi en particulier. J'ai croisé les bras. Alors, qu'a-t-il changé? Thomas m'a d'abord regardé, puis Madison. Il a modifié la manière dont ses parts dans l'entreprise seraient gérées. Il a également modifié la façon dont certaines distributions à Madison seraient effectuées. La voix de Madison est devenue plus tranchante, à cause d'elle. Elle a pointé le doigt vers moi. Thomas n'a même pas jeté un regard dans ma direction, non. Comment le savez-vous? Parce que Laura n'était pas présente. Madison a ouvert la bouche. Thomas a poursuivi, et avant que tu ne le demandes, elle n'était pas au téléphone. Elle n'était pas en copie des correspondances, et elle ne m'a pas chargé de rédiger quoi que ce soit. Madison s'est rassise. J'aurais dû me sentir soulagé. Au lieu de cela, j'avais la nausée. Daniel avait tout changé en février, puis tout rechangé en mars, et d'une manière ou d'une autre, sa femme avait réussi à être la dernière personne dans la pièce à l'apprendre. J'ai regardé Thomas, vous a-t-il dit pourquoi? Oui. J'ai attendu. Thomas a hésité, il y a des parties de cette réponse que je devrais expliquer en contexte. Je détestais les phrases d'avocat. On aurait toujours dit que quelqu'un avait érigé une clôture autour de la vérité. Madison a tapoté les papiers de février avec un doigt, c'est ce que papa voulait. Thomas a répondu, c'est ce qu'il voulait le 12 février. C'était sa décision finale. Non, tu continues de répéter cela comme.
Madison. La voix de Thomas est restée calme. Comprends-tu que toi, personnellement, tu ne peux pas déshériter la femme de ton père? Elle a scié. Papa a changé son testament. Pour la première fois, j'ai failli sourire. Failli. Thomas a expliqué qu'en tant que conjointe survivante de Daniel, j'avais certains droits qui ne disparaissaient pas simplement parce que Madison avait vu un document qui lui plaisait davantage. Il est resté simple, ce que j'ai apprécié. Je n'avais pas besoin d'un cours de droit. J'avais besoin de savoir si je devais commencer à faire des cartons. Thomas a dit que non. La maison était à moi. Certains actifs de retraite et d'investissement étaient déjà configurés pour être transmis selon des désignations de bénéficiaires. D'autres biens étaient en propriété conjointe. L'entreprise était la partie délicate. Évidemment qu'elle l'était. Whitmore Mechanical avait été la troisième personne de mon mariage pendant 18 ans. Daniel avait coutume de plaisanter en disant que je l'avais épousée et que j'avais reçu 6 camionnettes de service en cadeau de mariage. Au moment de sa mort, il y avait 11 employés, un entrepôt, un petit bureau, des contrats d'entretien dans tout le centre de l'Ohio, et assez de paperasse pour tuer un homme en bonne santé. Madison a dit, alors, qu'advient-il de l'entreprise? Thomas a tourné une page. Votre père avait l'intention que vous en bénéficiiez. Madison s'est légèrement détendu. Mais, a ajouté Thomas, pas de la manière décrite dans le document de février. Il était là, ce mot que personne ne veut entendre après une bonne nouvelle. Mais. Thomas a expliqué que Daniel avait modifié le niveau de contrôle que Madison recevrait et la rapidité avec laquelle certains actifs lui parviendraient. Il m'avait également accordé un rôle important dans la détermination de l'avenir de l'entreprise. Madison a ri. Pas parce que c'était drôle. Elle répondait au téléphone. Je l'ai regardée, pendant 12 ans. Exactement. J'aurais pu la corriger. J'aurais pu énumérer la paie, les renouvellements d'assurance, les recouvrements, les contrats avec les fournisseurs, les casse-têtes d'accidents du travail. Les appels des clients à 6 heures du matin et la fois où j'avais passé un réveillon de Noël entier à essayer de trouver un compresseur de rechange pour une maison de retraite à Westerville. Je ne l'ai pas fait. Pas encore. Thomas a continué de parler. Puis il est arrivé à la partie à laquelle aucun de nous ne s'attendait. Whitmore Mechanical avait des dettes. Beaucoup de dettes. Des prêts, des financements d'équipements, des obligations en cours, une marge de crédit sur laquelle Daniel s'était appuyé bien plus lourdement que je ne le pensais. Thomas nous a donné le chiffre, environ 1,2 million de dollars au total de dettes commerciales et d'obligations connexes. Madison a littéralement arrêté de respirer pendant une seconde. J'ai demandé, êtes-vous en train de me dire que je dois 1 million? Non, a rapidement répondu Thomas. Vous, personnellement, ne devez pas 1 200 000 dollars. J'ai expiré. Mais l'entreprise ne vaut pas ce que Madison semble penser. La tête de Madison s'est tournée brusquement vers lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la valeur n'est pas le chiffre que l'on imagine lorsqu'on entend entreprise familiale. On soustrait les dettes. On tient compte des contrats. On regarde les flux de trésorerie. On regarde ce qui se passe après le décès du fondateur. Evelyn a froncé les sourcils, l'entreprise de Daniel était prospère. Thomas a hoché la tête, elle tournait. Ce n'est pas la même chose qu'être sans dette. Madison a baissé les yeux sur la table. J'ai réalisé alors qu'elle s'était imaginé Whitmore Mechanical comme un chèque géant portant son nom. Elle n'avait aucune idée de ce qu'il en coûtait pour maintenir les lumières allumées. Visiblement, moi non plus. Cette partie-là faisait mal. Pas parce que Daniel avait emprunté de l'argent. Les entreprises empruntent de l'argent. Ce qui me dérangeait, c'est qu'il m'avait caché à quel point les choses étaient devenues tendues. Thomas a expliqué que la banque allait probablement réévaluer la situation maintenant que Daniel était parti. Certaines garanties et obligations devraient être réglées. Si le financement ne pouvait pas être restructuré, l'entreprise devrait peut-être vendre des actifs, voire être entièrement vendue. Madison a chuchoté, papa n'a jamais mentionné tout cela. Je l'ai regardé. Pour une fois, nous étions assises du même côté de la même phrase. Non, il ne l'avait pas fait. La réunion s'est terminée vers midi. Evelyn est partie avec Madison. Aucune des deux n'a dit au revoir. Je suis restée assise dans ma voiture pendant près de 10 minutes avant de démarrer le moteur.
La pluie s'était transformée en brume. Sur le chemin du retour, je suis passé devant le Creuset où Daniel achetait de la crème à café dans des quantités dignes d'une base militaire. J'ai failli tourner par habitude. Puis je me suis souvenu qu'il n'y avait aucune raison de le faire. À la maison, sa tasse était toujours à côté de l'évier. En céramique bleue, avec un éclat près de l'anse. Ses lunettes de lecture étaient sur la table à côté de son fauteuil inclinable. Les cartes de condoléances étaient toujours empilées, non ouvertes. Je suis resté là à regarder tout cela. Puis je me suis assise dans son fauteuil. Pendant 11 jours, j'avais surtout été triste. Cet après-midi-là, je me suis mise en colère. Pas contre Madison, contre lui. J'ai regardé vers la cuisine vide et j'ai dit, tu aurais pu en parler, Dan. La maison est restée silencieuse. De n'importe quoi de tout ça. C'est là que j'ai pleuré. Non pas parce que je pensais perdre de l'argent, mais parce que Daniel avait passé des mois à prendre des décisions concernant notre vie et avait d'une manière ou d'une autre décidé qu'il valait mieux que je ne sois au courant de rien. 2 soirs plus tard, à 19h18, mon téléphone a sonné. Denise Palmer, la comptable de Daniel. J'ai failli laisser sonner. Puis j'ai répondu, bonsoir, Denise. Laura, tu es chez toi. Oui. Il y a eu un silence. Avant que je ne t'envoie quelque chose par email, j'ai besoin que tu me promettes de ne pas appeler Madison. Je me suis redressé, pourquoi appellerais-je Madison? Denise est restée silencieuse une seconde. Puis elle a dit, parce que chaque paiement porte son nom. Le lendemain matin, j'étais chez Whitmore Mechanical avant 8 heures. Denise avait déjà fait du café, ce qui était regrettable car Denise faisait le café comme certains préparent du goudron pour toiture. J'en ai quand même pris une tasse. Le bureau était exactement comme Daniel l'avait laissé. Des ordres de travail fixés sur un tableau. 3 factures sous une agrafeuse. Une pile de filtres de chaudière près de la porte arrière qui était là depuis janvier. Le déjeuner de quelqu'un portait l'étiquette « à Mike, ne pas toucher », ce qui garantissait pratiquement que Mike ne le reverrait jamais. Dehors, 6 camionnettes de service étaient garées sur 2 rangées inégales. C'était l'empire de Daniel. 11 employés, un entrepôt, un réfrigérateur de salle de pause recouvert d'aimants et une cafetière qui fuyait sur le comptoir depuis l'administration Obama. Denise avait 58 ans, portait des lunettes de lecture sur une chaîne et travaillait pour Daniel depuis près de 14 ans. Si elle était inquiète, on le voyait parce qu'elle nettoyait des choses qui étaient déjà propres. Ce matin-là, elle a essuyé sa calculatrice 2 fois. « Assieds-toi », a-t-elle dit. Je déteste quand les gens commencent les conversations ainsi. Tu vas détester la suite encore plus. Elle a tourné son écran vers moi. Il y avait des lignes de transaction, des dates, des montants, des numéros de compte. J'ai vu le nom de Madison presque immédiatement, Monsieur Whitmore Consulting LLC. Combien? Denise m'a tendu un récapitulatif imprimé. J'ai lu le total à 2 reprises. 186 000 $ sur environ 18 mois. Pourquoi faire? C'est ce que j'essaie de comprendre. Certains paiements étaient libellés comme des avances de conseil, d'autres comme des honoraires de conseil ou des remboursements. J'ai regardé Denise, quel conseil? Elle a secoué la tête, je ne l'ai jamais vu donner le moindre conseil sur quoi que ce soit. Mon visage est devenu brûlant. Elle a pris de l'argent à son père. Denise a levé une main, je n'ai pas dit cela. Tu viens de me montrer 186 000 $. Je t'ai montré des paiements à Madison. Oui. Alors, qu'est-ce qui m'échappe? Denise a pris un autre dossier, Daniel les a approuvés. Cela m'a arrêté net. Elle m'a montré les autorisations, certaines électroniques, d'autres manuscrites. La signature de Daniel était reconnaissable entre mille. Je l'avais regardé signer des cartes de Noël avec ce même, D, impatient pendant 18 ans. Donc il savait. Tout porte à le croire. J'ai appelé Thomas depuis le bureau de Denise. Il a écouté, a posé 3 questions, puis m'a dit quelque chose que je n'avais pas particulièrement envie d'entendre, n'accuse pas Madison d'avoir volé. Je n'ai pas dit voler. Tu le pensais très fort. J'ai regardé Denise. Elle est soudainement devenue très intéressée par son clavier. Thomas a continué, si Daniel a autorisé ces paiements, nous découvrons pourquoi avant que quiconque ne tire des conclusions. J'ai raccroché et j'ai de nouveau fixé le total. 186 000.
Et soudain, je me suis retrouvé à notre table de cuisine en 2011. Daniel était rentré après 23 heures et s'était assis sans enlever ses bottes de travail. J'avais su que quelque chose n'allait pas parce qu'il n'avait pas ouvert le réfrigérateur. Il manque combien, avais-je demandé. Il m'avait regardé, de quoi? La paix. Ses épaules s'étaient affaissées, 23 000. Ce chiffre nous avait terrifiés. Je possédais un petit appartement de 2 chambres à Dublin d'avant notre mariage. Je le louais et l'avais toujours considéré comme mon coussin de sécurité en cas d'urgence. Quelques mois plus tard, je l'avais vendu. Tout l'argent n'était pas allé dans l'entreprise, et Daniel avait fini par rembourser ce qui y était allé. À présent, j'étais assise dans son bureau en train de regarder près de 8 fois ce montant s'écouler discrètement vers sa fille. Ce n'était pas de la jalousie. Si Madison avait eu besoin d'aide, j'aurais compris. Ce qui faisait mal, c'était de réaliser à nouveau à combien de conversations Daniel avait décidé que je n'avais pas besoin de participer. Vers 9h30, Ryan est entré depuis l'entrepôt. Le neveu de Daniel travaillait là depuis 12 ans. Il avait 39 ans, les épaules larges, avait toujours l'air un peu fatigué, et avait 2 enfants et un prêt immobilier à Hilliard. Denise lui a montré le récapitulatif. Ryan a à peine réagi. Tu savais, ai-je demandé. Pas le montant, mais tu savais qu'il lui donnait de l'argent? Je savais qu'elle en demandait constamment. Il a tiré une chaise. Elle poussait l'oncle Dan à vendre l'entreprise depuis près d'1 an. Vendre à qui? Midstate Climate System. Ils ont tourné autour l'automne dernier. Pourquoi Daniel ne me l'a-t-il pas dit? Ryan m'a jeté un regard las, pourquoi ne t'a-t-il pas parlé des prêts? C'était un bon point. Ryan a ajouté que Madison voulait que Daniel prenne sa retraite et accepte l'offre. Elle voulait le chèque, a-t-il dit. C'est tout ce dont elle parlait. Je voulais le croire. Cela correspondait à la Madison que j'avais vue au bureau de Thomas. Mais plus tard dans l'après-midi, Thomas a appelé. Il avait trouvé des emails. L'argent n'avait pas été volé. Daniel avait renfloué Madison. Son divorce lui avait laissé plus de dettes que quiconque ne le savait. Puis la boutique qu'elle avait lancée avec une amie avait fait faillite. Carte de crédit, prêt commercial, impôts, frais d'avocat, cela s'était accumulé. Un email de Daniel à Madison m'a coupé le souffle, cela sera déduit de ce que tu recevras par la suite. Laura n'a pas besoin d'être mêlée à cela. J'ai posé mon téléphone. Cette phrase faisait plus mal que le montant en dollars. Daniel pouvait donner de l'argent à sa fille. C'était son enfant. Mais, Laura n'a pas besoin d'être mêlée à cela. J'étais sa femme. Apparemment, j'étais assez utile pour aider à maintenir son entreprise en vie, mais pas assez pour savoir où allait l'argent. Puis, Thomas a rendu ma colère plus complexe. Madison n'avait pas seulement poussé Daniel à vendre parce qu'elle voulait du liquide. Il y avait des emails où elle le suppliait de ralentir, tu es épuisé, papa. Tu ne peux pas continuer à faire des semaines de 60 heures. Vends et profite enfin de ta vie. Elle s'était inquiétée pour lui, et elle avait eu raison. C'était le problème avec les vraies personnes. Dès qu'on les avait confortablement rangées dans les cases des méchants et des victimes, elles faisaient quelque chose d'humain et ruinaient tout le système de classement. Le plan de succession de février prenait soudain plus de sens, lui aussi. Daniel l'avait préparé avant d'apprendre la gravité réelle des problèmes financiers de Madison. En mars, il le savait. Cela expliquait peut-être pourquoi il était retourné voir Thomas. Pendant environ 24 heures, j'ai cru que nous avions enfin toute l'histoire. Puis l'avocat de Madison a envoyé une lettre à Thomas. Il ne s'agissait pas principalement d'argent. Il s'agissait de Whitmore Mechanical. Une partie des registres de l'entreprise indiquait toujours une fraction des parts de propriété de Daniel d'une manière qui ne concordait pas clairement avec les documents successoraux de mars. En clair, l'avocat de Madison posait une question dangereuse, Daniel avait-il réellement accompli toutes les démarches nécessaires pour transférer ses parts là où il souhaitait qu'elles aillent? Je suis allé directement au bureau de Thomas. Il a lu la lettre une fois, puis une seconde. Cela m'a inquiété plus que tout ce que Madison avait pu dire. Dites-moi qu'il a tort. Thomas a posé les feuilles. Je ne peux pas, je l'ai fixé, vous ne pouvez pas quoi. Il a retiré ses lunettes, je ne peux pas te dire qu'il a tort, Laura. Une longue seconde s'est écoulée. Pas encore.
Pendant les 4 jours suivants, Thomas a cessé de ressembler à l'homme qui avait ri au nez de Madison. Cela m'a effrayé plus que tout. À chaque fois que j'appelais, j'obtenais une version de « Nous sommes en train d'examiner cela ». Le vendredi après-midi, j'ai fini par dire « Thomas, si vous me dites que vous examinez le dossier encore une fois, je prends ma voiture pour venir vous examiner vous-même. » Il a soupiré « Laura, je suis sérieux. Je sais. C'est pour cela que je suis inquiète. » Au moins, il avait encore le sens de l'humour. Le problème n'était pas que les documents de fiducie de mars de Daniel étaient soudainement faux. Personne n'avait trouvé de fausses signatures ou de témoins manquants dignes d'une série télévisée judiciaire. Le problème était plus restreint et plus confus. Daniel avait l'intention d'intégrer ses parts d'entreprise dans la structure successorale préparée par Thomas, mais un ensemble de registres de propriété de la société ne correspondait pas parfaitement à un autre document. En d'autres termes, Daniel avait peut-être signé la carte sans avoir pris chaque virage nécessaire. L'avocat de Madison avait vu la faille et comptait bien l'exploiter. C'est grave à quel point, ai-je demandé à Thomas. Potentiellement coûteux. C'est le jargon d'avocat pour dire grave. C'est le jargon d'avocat pour dire potentiellement coûteux. Je l'ai fixé. Il a fini par dire, il y a une ambiguïté. Cela ne signifie pas que Madison gagne. Cela signifie qu'elle a un argument légitime à faire valoir. Ce mot me dérangeait. Légitime. Jusqu'alors, la confiance de Madison reposait principalement sur un plan obsolète de février et beaucoup de culot. Désormais, elle tenait un vrai litige. Et pendant que les avocats se disputaient sur ce que Daniel avait voulu, son entreprise continuait de tourner dans le monde réel. De vrais salaires, de vrais clients, de vraies factures. Le lundi, l'un de nos plus gros clients en gestion immobilière a transféré la moitié de ses contrats d'entretien à un autre prestataire de CVC. Leur directeur régional m'a appelé personnellement, ce n'est pas contre vous, Laura. Dès que quelqu'un dit cela, c'est absolument contre vous. Il a expliqué qu'il s'inquiétait de la continuité, nous entendons dire que l'entreprise pourrait être vendue. Par qui? Un silence. Vous savez comment est ce milieu. Malheureusement, je le savais. Le mercredi, 2 techniciens avaient démissionné. L'un d'eux était avec Daniel depuis 9 ans. Il s'est tenu dans mon bureau, ses vêtements de travail dans un sac de course, l'air gêné, j'ai 3 enfants, Laura. Je sais. Je ne peux pas attendre 6 mois pour savoir si j'ai toujours un travail. Je sais. Je ne lui en voulais pas. C'était le pire. S'il s'était montré déloyal, j'aurais pu me mettre en colère. Au lieu de cela, je lui ai serré la main. Puis je suis allé dans le bureau de Daniel et j'ai fermé la porte. Pendant 20 minutes, j'ai sérieusement envisagé de tout vendre. L'entreprise, peut-être même la maison. Finalement, accepter n'importe quel accord raisonnable, placer l'argent dans un endroit sans histoire et passer l'année suivante à apprendre à être veuve plutôt que candidate non rémunérée à l'émission Succession en famille, édition Ohio. Mon amie Carol Jenkins m'a emmené déjeuner le lendemain. Carol et moi nous connaissions depuis la trentaine. Elle avait enseigné en CM1 pendant 26 ans, ce qui signifiait que très peu de choses l'effrayaient. Nous étions assises dans un box pendant que je poussais ma salade de poulet dans mon assiette. Tu n'es pas obligé de sauver tout ce que Daniel a laissé derrière lui, a-t-elle dit. Je sais. Carole a bu une gorgée de thé glacé, vraiment? Je l'ai regardée. Elle a haussé un sourcil. Femme exaspérante. Le problème, c'est qu'elle avait raison. J'avais passé 18 ans à aider Daniel à régler des problèmes. Quelque part en chemin, j'avais commencé à considérer chaque problème qu'il laissait derrière lui comme ma responsabilité. Cet après-midi-là, Ryan est venu dans le bureau pour me répéter que vendre serait une erreur, si Madison prend le contrôle, elle acceptera la première offre. Tu as l'air bien sûr de toi. Je la connais. Apparemment, tout le monde la connaissait. Puis Denise, qui triait des factures non loin, a dit d'un ton détaché, Ryan pense toujours que Daniel allait lui donner 7 parts de l'entreprise un jour. Ryan est devenu silencieux. Je me suis tourné vers lui, quelle part? Denise a regardé de moi à Ryan, oh. C'est tout ce qu'elle a dit. Oh. Ryan s'est frotté la nuque, l'oncle Dan et moi en avons parlé. Combien de fois? Quelques fois. De te donner une partie de l'entreprise. Un petit pourcentage. Quelque chose a-t-il été signé? Non.
L'as-tu? Il n'a pas répondu. Je me suis adossé, donc, quand tu me disais que Madison voulait vendre et détruire les emplois de tout le monde, tu n'étais pas tout à fait neutre. Je n'ai pas menti. C'est une ligne de défense très spécifique. Sa mâchoire s'est contractée, si elle vend à Midstate, je pourrais être viré dans un mois. Tout comme la moitié des gars dehors. Je comprends cela. Alors quelle différence fait ma motivation? Parce qu'en ce moment, Ryan, j'aimerais qu'une seule personne me dise toute la vérité avant de décider quelle partie est utile. Il a baissé les yeux. J'ai regretté ma dureté presque aussitôt. Ryan avait un prêt, des enfants, une vie liée à cette entreprise. Il n'était pas mauvais non plus. Il avait peur. Visiblement, le deuil n'était pas la seule chose que Daniel nous avait laissée. Il avait laissé chacun protéger son propre territoire. Une semaine plus tard, Thomas m'a rappelé à son bureau. Il avait un dossier que Daniel l'avait autorisé à conserver avec ses documents de planification successorale. Pas d'enregistrement secret, pas de lettres dramatiques adressées, à n'ouvrir qu'après ma mort. Juste des notes de réunion, de la correspondance, des documents financiers et des registres de la période où Daniel avait révisé son plan. Thomas m'en a montré suffisamment pour établir une chose importante, Daniel savait ce qu'il faisait. Il s'était inquiété des dettes de Madison et de l'argent qu'il lui avait déjà avancé. Il ne voulait pas la déshériter. Il voulait protéger une partie de ce qu'elle recevrait pour que cela ne disparaisse pas immédiatement chez des créanciers ou dans une autre mauvaise décision commerciale. Puis Thomas a trouvé une note manuscrite d'une réunion. Il l'a lue à voix haute, Laura comprend ce que cette entreprise doit aux gens bien mieux que Madison ne comprend ce que l'entreprise vaut. J'ai fermé les yeux. Cela lui ressemble tellement que c'en est agaçant. Thomas a souri, tout à fait. Et c'était là. Daniel avait été déçu par Madison, mais il n'avait pas cherché à la punir. Même à la fin, il restait son père. Cela a changé quelque chose en moi. Car si Daniel, qui avait toutes les raisons d'être en colère, avait tout de même essayé de protéger sa fille, qu'essayais-je exactement d'accomplir? Thomas et le comptable ont fini par reconstituer la majeure partie de l'historique départ. L'avocat de Madison avait trouvé une réelle ambiguïté, mais pas la faille fatale qu'il prétendait. Pourtant, un procès pourrait prendre des mois, voire plus. Cela pourrait vider les fonds de la succession et affaiblir l'entreprise pendant que tout le monde se battrait pour les restes. Thomas a recommandé la médiation. Est-ce que je peux gagner, ai-je demandé. Probablement. Ce n'est pas très réconfortant. Les conseils juridiques le sont rarement. Il a fermé le dossier. La meilleure question est de savoir ce que vous coûte la victoire. Cette nuit-là, Madison m'a envoyé un SMS, « Tu devrais prendre la maison et t'en aller ». J'ai fixé ces mots pendant un long moment. 6 semaines plus tôt, j'aurais peut-être répondu. Cette nuit-là, j'ai simplement éteint mon téléphone. Le lendemain matin, j'ai appelé Thomas, organisé la réunion. La médiation a commencé à 9h un jeudi matin dans le centre-ville de Columbus. À 8h45, j'avais déjà décidé que je détestais la médiation, non pas parce qu'il s'était passé quoi que ce soit, mais parce qu'il y avait trop de carafes d'eau glacée. Chaque salle de conférence en avait une. Apparemment, dès que les avocats atteignent un certain tarif horaire, la simple eau du robinet n'est plus émotionnellement suffisante. Thomas était à côté de moi en train de revoir ses notes quand j'ai demandé, que se passe-t-il exactement si cela ne fonctionne pas? Nous continuons d'essayer jusqu'à ce que la médiatrice décide que nous n'allons nulle part, et ensuite le litige, le tribunal. Oui, et cela coûte plus cher? Considérablement. J'ai hoché la tête, voilà. Voilà le Thomas que je connais. Il a presque souri, ce n'est pas un tribunal, Laura. Personne ne gagne aujourd'hui en faisant le plus beau discours. Cela s'est avéré n'être que partiellement vrai. Madison est arrivée avec son avocat 10 minutes plus tard. Elle portait un tailleur bleu marine et avait une attitude différente de celle de notre première rencontre, moins suffisante, plus préparée. Evelyn est venue aussi, bien qu'elle n'ait participé qu'à une partie de la discussion. Il y avait aussi une médiatrice neutre nommée Helen Price et un comptable qui avait examiné les comptes de Whitmore Mechanical. Ryan n'était pas assis à mes côtés. C'était délibéré. Ses inquiétudes étaient légitimes, mais ses intérêts personnels l'étaient tout autant. Je n'allais pas le présenter comme un noble lanceur d'alerte familiale alors que l'homme jouait son propre prêt immobilier sur le résultat. La première heure a été douloureusement courtoise.
Puis l'avocat de Madison a posé leur proposition d'accord sur la table. Madison recevrait le contrôle des parts de Daniel dans l'entreprise et une distribution immédiate plus importante. Je garderais la maison et les autres actifs qui m'étaient déjà transmis. En échange, elle abandonnerait sa contestation. Madison m'a regardé, tu obtiens la sécurité. J'obtiens l'entreprise de papa. J'ai répondu, les employés de ton père ne sont pas des meubles, Madison. Sa bouche s'est pincée, ne fais pas ça. Faire quoi? Prétendre que c'est pour les employés. J'ai attendu. Elle s'est penchée en avant, tu as épousé papa après qu'il avait déjà tout bâti. Elle était là. Pas la fiducie, pas la dette, pas les registres de propriété contestés, mais la vérité sous-jacente à tout cela. J'ai posé mes mains à plat sur la table, quand j'ai épousé ton père, Whitmore Mechanical avait 6 employés, 2 camionnettes qui auraient dû être mises au rebut, un toit qui fuyait au-dessus du photocopieur, et un compte courant qui pouvait te gâcher ton week-end. Ce n'est pas ce que papa m'a dit. Alors ton père a édulcoré les choses. Evelyn a bougé sur sa chaise, Madison a dit que tu répondais au téléphone. Oui. Elle a eu l'air presque satisfaite. Et je m'occupais de la paix, des renouvellements d'assurance, des recouvrements, des litiges avec les fournisseurs, des avantages sociaux, des plannings quand ton père était sur les chantiers. J'ai passé un réveillon de Noël à chercher un compresseur pour une maison de retraite parce que leur chauffage avait lâché. Madison a détourné le regard. J'ai continué, et en 2011, j'ai vendu un appartement que je possédais avant d'épouser ton père. Cela a attiré l'attention d'Evelyn, quel appartement? Celui de Dublin. Madison a froncé les sourcils, tu as dit que tu l'avais vendu parce que tu ne voulais plus être propriétaire bailleur. En partie, mes 23 000 $ issus de cette vente ont servi à couvrir la paie quand l'entreprise était à court d'argent. Personne n'a parlé. Daniel m'a remboursé plus tard, ai-je dit. Je ne prétends pas avoir acheté l'entreprise. Je te dis que j'étais là. Le visage de Madison s'est de nouveau durci, tu te donnes toujours un rôle indispensable. Non, j'ai passé 18 ans à supposer que je n'avais pas à prouver ma place au sein de mon propre mariage. Cela a enfin fait taire la pièce. Après le déjeuner, le comptable a passé en revue les paiements versés à Monsieur Whitmore Consulting. Aucune accusation, aucun geste dramatique, juste des dates et des chiffres. Lorsque le total est apparu sur le récapitulatif imprimé, Evelyn s'est penchée pour mieux voir, 186 000. Madison n'a rien dit. Evelyn s'est tournée vers elle, tu m'avais dit que ton père t'avait donné 20 000. J'ai dit environ 20 000. Evelyn l'a fixé, 186 000, ce n'est pas environ 20 000, sauf si on est en train de faire atterrir un avion. J'ai rapidement baissé les yeux. Thomas aussi. Même la médiatrice a dû réajuster son expression. Madison a rougi, papa était au courant de chaque dollar. Oui, ai-je dit. Elle a eu l'air surprise. Je sais. Tu racontes à tout le monde que j'ai volé. Non, j'ai pensé cela pendant environ 1 heure. Puis j'ai appris une chose utile. Quoi? Qu'être en colère ne me donne pas raison pour autant. C'était probablement la phrase la plus honnête que j'ai prononcée de toute la journée. Le comptable a confirmé que Daniel avait autorisé les paiements. Puis Thomas a déroulé la chronologie qui sous-tendait les modifications de mars. L'avocat de Madison avait soutenu que j'avais influencé Daniel après avoir découvert ses problèmes financiers. Les dates ne concordaient pas. Je n'étais pas au courant des avances. Je n'étais pas aux réunions de Daniel avec Thomas. Je n'étais pas en copie des courriers. Les notes de planification montraient que Daniel soulevait lui-même ses propres inquiétudes concernant les dettes de Madison. Madison a interrompu, alors que m'a-t-il laissé? Thomas l'a regardé, un héritage substantiel. Alors pourquoi ne puis-je pas y avoir accès? Tu peux avoir accès à des portions selon les conditions établies par Daniel. Donc il m'a mise sous allocation. Thomas a ajusté ses lunettes, votre père préférait l'expression calendrier de distribution. Il y a eu un petit bruit de la part d'Evelyn. Une toux. Soi-disant. J'en savais plus long. Madison fixait la table, et soudain je me suis souvenu de ce premier mardi, son manteau camel, la pluie, son sourire quand elle m'avait dit qu'elle s'était assurée que je n'hérite de rien. Maintenant, elle savait que les papiers de février auxquels elle s'était fiée étaient obsolètes. Elle savait que Daniel avait modifié son plan sans que je ne le pousse. Elle savait que l'entreprise n'était pas la fortune facile qu'elle avait imaginée.
Et elle savait que son père avait restreint une partie de son héritage parce qu'il n'avait pas confiance en ce qu'elle pourrait en faire. J'aurais pu savourer cela. Pendant quelques secondes, je l'ai fait. Je n'en suis pas fier, mais je ne vais pas non plus vous mentir. Je voulais qu'elle ait honte. Je voulais qu'elle se souvienne de chaque mot qu'elle m'avait dit. Puis je l'ai regardée. Elle n'avait plus 34 ans. Plus pour moi. Pendant une étrange seconde, elle avait à nouveau 16 ans, s'agrippant au volant de la Honda de Daniel et prétendant qu'elle n'avait pas peur. Mon avocat m'avait expliqué ce que poursuivre le litige impliquerait. Plus de dépenses, plus d'audits, plus de documents financiers, plus de mois de conflit. J'avais l'avantage. Je pouvais frapper fort. Au lieu de cela, j'ai dit, je n'essaie pas de récupérer l'argent que ton père t'a déjà donné. Madison a levé les yeux, pourquoi pas? Parce qu'il te l'a donné. Elle n'a pas répondu. Et je ne demande à personne d'utiliser la fiducie pour te punir. Son expression a changé. Mais tu vas arrêter de raconter aux gens que je t'ai volé la vie de ton père. Madison a dégluti, et si je ne le fais pas? Si tu ne le fais pas, j'ai regardé les dossiers étalés sur la table, alors nous cesserons de discuter et nous laisserons la paperasse s'en charger. La médiation a duré 3 heures de plus. Personne n'a tout obtenu. C'était probablement la raison pour laquelle j'avais confiance dans le résultat. Madison a accepté de retirer sa contestation principale selon les termes de l'accord. La question de la propriété de l'entreprise a été résolue par des arrangements successoraux et commerciaux négociés plutôt que de tout risquer au tribunal. Elle n'a pas pu forcer une vente immédiate. Je ne suis pas reparti avec un contrôle absolu. L'entreprise a obtenu du temps. Les employés ont obtenu une certaine stabilité. Nous avons tous renoncé à quelque chose. Dans le couloir, par la suite, Madison est passée devant moi sans parler. Puis elle s'est arrêtée. Elle s'est retournée, il ne t'a vraiment rien dit. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. L'argent, le plan de février, les modifications de mars, tout cela. Non, ai-je dit. Pour la première fois depuis la mort de Daniel, il n'y avait aucun reproche sur son visage, juste de la surprise et peut-être de la honte. Madison a hoché la tête une fois, puis elle est partie. 6 mois plus tard, Whitmore Mechanical était toujours ouverte. J'aimerais pouvoir vous dire que je suis entré d'un pas conquérant dans le bureau de Daniel, que j'ai repris l'entreprise, doublé les bénéfices et suis devenu la femme la plus redoutée de la climatisation commerciale dans le centre de l'Ohio. Ce ne fut pas le cas. D'une part, je serais incapable de vous dire comment remplacer un compresseur même si vous me mettiez une arme sur la tempe en me tendant le manuel. Ce que je savais, c'était comment faire fonctionner l'entreprise autour des personnes qui savaient réparer les compresseurs. J'ai donc embauché quelqu'un qui s'y connaissait pour le reste. Il s'appelait Greg Holloway. Il avait 57 ans, avait passé 30 ans dans le CVC commercial et n'avait absolument aucun intérêt à faire partie du mélodrame de la famille Whitmore. C'était sa meilleure qualification. Le financement a été restructuré. Nous avons vendu le matériel dont nous n'avions pas besoin. Nous avons négocié avec les fournisseurs. Finalement, l'entreprise a fait entrer un associé exploitant minoritaire qui pouvait apporter du capital sans avaler immédiatement l'établissement tout entier. Ce ne fut pas facile. Nous avons perdu 2 autres employés avant que les choses ne se stabilisent. Un client n'est jamais revenu. Certains mois étaient encore difficiles, mais 11 familles n'avaient pas vu leurs moyens de subsistance disparaître parce que Daniel était mort un mercredi matin. Cela comptait pour moi. Ryan est resté. Quelques semaines après la médiation, il est venu dans mon bureau me demander des nouvelles du pourcentage de part dont Daniel avait discuté avec lui autrefois. J'ai dit, si jamais tu obtiens des parts ici, Ryan, cela sera mérité, évalué, signé, daté, et probablement notarié par quelqu'un avec une excellente écriture. Il a souri, c'est juste. J'ai eu assez de plans d'entreprise familiale écrits dans la mémoire des gens. Juste aussi. Les choses avec Madison étaient plus calmes, pas meilleures. Plus calmes. Il y a une nuance. Nous avons échangé quelques SMS pratiques au sujet des effets personnels de Daniel. Elle est passée une fois pour récupérer un carton de photos d'enfance. Je lui ai envoyé des documents fiscaux. Personne n'a écrit « Je t'aime ». Personne n'a ajouté d'émoji en forme de cœur. À 53 ans, j'avais appris à ne pas confondre le silence avec la paix.
Mais j'avais aussi appris à ne pas remuer le silence avec un bâton juste pour voir ce qui pourrait en sortir en rampant. Le plus étrange a été qu'une fois le désordre juridique réglé, le deuil a enfin trouvé la place de réintégrer mon quotidien. Pendant la bataille successorale, j'avais des échéances, des appels, des rendez-vous à la banque, des documents, des problèmes qui pouvaient être rangés dans des classeurs. Puis un matin, je me suis réveillé à 5h40 et j'ai tendu le bras vers le côté de Daniel dans le lit, car c'était l'heure à laquelle son réveil sonnait habituellement. Ma main a touché des draps froids. Cela faisait plus mal que tout ce que Madison m'avait jamais dit. J'ai encore acheté la crème à café de Daniel une fois sans y penser. Je suis rentré chez moi avant de la remarquer dans le sac de course. Ses lunettes de lecture étaient toujours à côté de son fauteuil inclinable. Carole m'a demandé un jour pourquoi je ne les avais pas déplacées. Je le ferai quand? Quand je le ferai. Elle a hoché la tête. C'était pour cela que Carole était mon amie depuis 23 ans. Elle savait reconnaître quand une réponse en était une. C'était un dimanche après-midi d'octobre quand Madison s'est présentée à ma porte d'entrée. Elle tenait un carton, pas de maquillage, en jean, les cheveux en queue de cheval. Elle avait l'air plus jeune, ou peut-être juste fatiguée. J'ai trouvé des choses dans le box de stockage de papa. Je me suis effacé. Elle a porté le carton jusqu'à la table de la cuisine. À l'intérieur se trouvait le vieux Sweat Ohio State de Daniel, quelques photographies, 2 canifs, une pile de cartes d'anniversaire et une carte de fête des pères faite à la main. Je l'ai reconnu immédiatement, du papier cartonné bleu, des lettres rouges tordues, meilleur papa de l'Ohio. J'ai ri doucement, c'est toi qui as fait ça. Madison l'a ramassé, tu m'avais aidé. Tu avais 16 ans. Je m'en souviens. Elle s'est assise. Pendant un moment, aucune de nous n'a rien dit. Puis Madison a frotté son pouce le long du bord de la carte, j'ai été odieuse avec toi. Je l'ai regardée, oui. Sa tête s'est relevée. Puis, malgré elle, elle a ri, tu n'es pas censé approuver aussi vite. J'ai 53 ans. Il ne me reste pas assez de temps pour mentir par politesse. Cela l'a fait rire à nouveau. Puis ses yeux se sont embués. J'ai pris 2 tasses de café dans le placard. Madison me regardait. Après le départ de maman, papa était pratiquement tout mon univers. Je sais. Quand tu es arrivé, je me suis dit que je t'aimais bien. C'est encourageant. Je t'aimais bien, vraiment. Elle a souri brièvement. Puis le sourire a disparu. Mais chaque année, il y avait une part plus grande de sa vie qui n'avait rien à voir avec moi. Votre anniversaire de mariage, les voyages, l'entreprise, tes amis, ta maison. Notre maison. Elle a hoché la tête, notre maison. Cette rectification comptait. Elle a baissé les yeux vers la carte de la fête des pères. Quand il a commencé à être fatigué tout le temps, j'ai eu peur. Je voulais qu'il vende l'entreprise. Et tu voulais l'argent? Elle m'a regardé, oui. J'ai apprécié qu'elle n'édulcore pas la vérité. Je voulais les deux. Je voulais qu'il prenne sa retraite et je voulais l'argent. Après sa mort, je ne parvenais plus à séparer les choses. J'ai versé le café. Madison a dit doucement, je me suis convaincu que tu me l'avais enlevé. Ce n'était pas le cas. Je sais. J'ai posé sa tasse. Tu le sais maintenant. Elle a hoché la tête. Il y avait une chose que je n'avais pas prévu de lui dire, mais assise là, j'ai décidé qu'elle méritait de l'entendre, pendant un certain temps, je voulais que Thomas trouve quelque chose qui te laisserait sans rien. Elle m'a fixé. Je voulais que tu souffres, ai-je dit. Après ce que tu avais dit dans ce bureau, je voulais que les documents te punissent. Madison n'a pas bougé. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que ton père ne l'a pas fait. C'était la vérité. Daniel avait été déçu par elle, en colère probablement. Mais même alors, il avait essayé de protéger sa fille de ses pires décisions. J'ai réalisé que si j'utilisais sa mort pour te faire du mal simplement parce que j'en avais le pouvoir, je deviendrais exactement la personne que tu pensais que j'étais. Madison a essuyé sa joue. Je ne lui ai pas dit que tout était pardonné. Ce n'était pas le cas. Elle ne m'a pas demandé de faire semblant. Nous avons bu notre café. Elle est restée jusqu'à près de 18 heures. C'était suffisant. J'ai souvent repensé à ce mardi pluvieux dans le bureau de Thomas, et au moment où il a ri. À l'époque, je pensais que la farce était aux dépens de Madison.
Aujourd'hui, je pense que nous avions tous mal compris quelque chose. Madison pensait que l'héritage signifiait l'argent. Evelyn pensait que cela signifiait le sang. Ryan pensait que cela signifiait l'avenir de l'entreprise. Et pendant un temps, j'ai pensé que le testament de Daniel devait prouver que mon mariage avait compté. Ce n'était pas le cas. Un papier peut diviser des biens. Il ne peut pas mesurer 18 ans de vie. Madison m'avait dit qu'elle s'était assurée que je n'hérite de rien. Elle avait tort, mais pas parce que Daniel m'a laissé une maison ou une part d'entreprise. J'ai eu 18 ans avec lui. De belles années, des années difficiles, des dîners du mardi, des disputes stupides, des factures que nous avons payées, des gens que nous avons aidés, des erreurs que nous avons tous deux commises, et des conversations que nous aurions dû avoir plus tôt. Aucun document successoral ne pouvait me donner ces années-là. Et personne assis de l'autre côté d'une table de conférence ne pouvait me les enlever. Les lunettes de lecture de Daniel sont toujours à côté de son fauteuil. Je finirai par les déplacer. Certaines choses mettent simplement plus de temps à être rangées. Si vous avez déjà compris que ce qu'une personne laisse derrière elle peut être bien plus grand que ce qui est écrit dans un testament, vous comprendrez sans doute cela. Et si vous souhaitez rester pour une autre histoire, je serai ravi de vous avoir.